nous avions laissé notre région de Provence sous le choc, complètement tétanisée après le passage des barbares lors du dernier épisode. Cette défaite romaine à la bataille d'Arosio, les 8 et 9 octobre 105 avant Jésus-Christ, avait été épouvantable. 80 000 soldats des légions romaines de Maius Maximus et de Servicius Scipio non seulement avaient été complètement décimés, mais également les 40 000 auxiliaires de ces armées par des peuples descendus des rivages du nord de l'Europe, dont ils avaient été chassés lors d'un changement climatique qui avait permis des inondations si épouvantables qu'elles avaient submergé toute leur bourgade. Après avoir taillé en pièces tous les soldats romains, ils avaient pendu à tous les arbres qui entouraient la bourgade d'Arosio tous les soldats romains qu'ils avaient fait prisonniers. Puis ils s'étaient attaqués à toutes les affaires des Romains, les avaient jetés dans les flots tumultueux de ce fleuve qui coulait proche de la petite bourgade d'Arosio, ainsi que les chevaux des Romains, en une sorte d'offrande à leur Dieu, puisqu'ils n'avaient rien gardé pour eux, aucun butin. Les habitants de la provincia, les Ligures et les Phocéens de Massalia, qui de loin avaient assisté à tout ce carnage, étaient complètement terrorisés et ils se disaient qu'ils allaient très certainement subir le même sort que les Romains. Lorsque soudainement, ces barbares ayant appris qu'il y avait de l'or au pays des Ibères, ils avaient quitté brutalement la provincia pour se diriger vers l'ouest, laissant les habitants stupéfaits, mais pas non plus complètement soulagés, uniquement suspendus dans la crainte de leur retour. Les Romains n'avaient plus d'armée, la provincia n'était plus protégée, la stupeur et l'effroi atteignaient jusqu'à Rome. Qui maintenant allait pouvoir arrêter cette horde funeste lorsqu'il reviendrait? C'est alors qu'un général romain était en train de revenir d'Afrique, où il avait soumis les Numides. Il avait fait enfermer à Rome, dans la prison Tullianum de Rome, le roi Jugurtha des Numides. Le nom de cette prison Tullianum a été donné par Servius Tullius, un roi de Rome étrusque, qui avait fait agrandir cette prison qui avait été précédemment creusée dans la pente du Capitole, mais ce roi l'avait fait aménager de telle sorte qu'il y avait un étage. Et il s'appelait Tullius, il a donné son nom à la prison Tullianum. Donc Caius Marius est en train de revenir, le Sénat de Rome va profiter de son retour, il l'élève au grade de consul et il envoie avec ses légions dans la provincia pour qu'il essaye d'arrêter ces barbares avant qu'ils ne fondent sur Rome. Les habitants de la provincia sont un instant soulagés de voir revenir des Romains et des soldats, mais leur soulagement ne dure pas très longtemps parce qu'effectivement, eux, ils ont assisté au massacre perpétué par ces barbares. Ils savent de quoi ils sont capables et ils se disent que ce n'est pas ce petit général et ces quelques légions qui vont arriver à les arrêter. Donc, ils ne croient pas du tout en sa victoire. Personne ne croit en la victoire de Marius. Et pourtant, deux jeunes femmes croient en lui, vraiment en lui. C'est Julie, son épouse, et surtout Marthe, une prêtresse syrienne. Toutes les deux sont revenues d'Afrique avec lui. Marthe, la prêtresse, avait consulté les augures et ils étaient tout à fait positifs. C'est pour Marius qui gagnerait la victoire, qui gagnerait la bataille avec les barbares. Donc, il serait victorieux, c'était sûr. Donc, Julie et Marthe font partager leur enthousiasme à Marius, qui se dit que, bon, eh bien, il va tout faire pour, on verra bien, il espère que c'est vrai, mais il va tout faire pour. Donc, une fois arrivé dans la provincia, il va installer ses légions romaines dans le nord de la grande plaine au nord d'Arles,
et d'Arélas. Arélas, c'est cette petite bourgade ligure qui était installée sur la colline de Lauture au bord du Rhône, du fleuve que les Grecs de Rhodes avaient surnommé Rhodes, et qui était entourée par ailleurs de marais, même si ces marais n'étaient pas putrides parce qu'ils étaient arrosés fréquemment par les crues du Rhône. Donc ces Avitis, donc ces habitants ligures d'Arélas avaient commencé à s'helléniser avec les Grecs de Rhodes et à commercer avec eux, puis ils avaient continué avec les Grecs de Phocée, et finalement ils étaient devenus un emporion grec, un comptoir de commerce grec, et un comptoir fluvial, puisque c'était au bord du fleuve, et c'était un handicap parce que les bateaux de haute mer ne pouvaient pas arriver jusqu'au port, ne pouvaient pas passer facilement le delta. Donc Marius s'est dit, Caius Marius s'est dit, mais on va creuser un canal qui reliera Arélas à la mer, et ainsi ça la facilitera le commerce. Et donc c'est ainsi qu'il va occuper ses légions, à creuser ce canal qui va appeler les fosses Mariem, de son nom de Marius, de Mariem. Et aujourd'hui, il nous reste la petite ville de Fos-sur-Mer qui en garde le souvenir, qui garde le souvenir de ces fosses. Alors, une fois ces légions occupées, bien installées et occupées, Marius va pouvoir parcourir la région à la recherche d'un endroit propice où il pourra amener les barbares pour cette fameuse bataille qui va s'en suivre. Et donc, il va trouver cet endroit au niveau des eaux chaudes de Sextius, dont nous nous souvenons que Caius Sextius Calvinus était arrivé, envoyé par le Sénat de Rome à la demande de Massalia, qui avait à nouveau un conflit avec des tribus ligures. Celle-là n'était pas une toute petite tribu ligure, c'était la Confédération des Saliens, et elle avait son oppidum à tout près de Massalia. C'était l'oppidum d'Entremont de ces Saliens, et Caius Calvinus, il n'a trouvé qu'un truc à faire, c'est de raser complètement l'oppidum, et pour empêcher les Saliens de vivre à côté de Massalia. Mais ce n'était pas une très très bonne idée, puisque nous avons vu que ça a entraîné la bataille de Windalium, la résistance énorme de tous les Ligures de la région, en 121 avant Jésus-Christ. Nous nous rappelons bien de ça. Mais bon, en tous les cas, Sextius Calvinus a installé une garnison romaine à 2 pas des ruines d'Entremont pour empêcher les Saliens survivants de pouvoir venir se réinstaller. Et donc cette garnison après a construit un castellum, puis lorsque plus tard d'autres des Saliens se rapprocheront de leur ancien oppidum et ne pouvant s'y réinstaller, ils s'agrégeront à la petite garnison romaine, et ça commencera à constituer une petite bourgade et petit à petit une ville qui va devenir ce que nous appelons aujourd'hui Aix-en-Provence. Alors Marius, à côté de ces eaux chaudes, à Coué-Sextier, trouve le mont Venture, qui est une très haute montagne, mais qui a à son pied un petit bois de pin qui a l'air très, très, très pratique, parce que comme ça, il pourra peut-être cacher là une ou deux de ses légions, qui arrivera à faire diversion lorsque la bataille aura lieu. Donc il trouve ça parfait, il est prêt, il revient tranquillement vers ses légions, et il s'arrête au passage sur le Rocher des Baux, où il pense que là il va pouvoir installer son quartier général, comme ça en cas de défaite. Si par malheur les dieux ne se sont trompés et qu'il perd la bataille, il pourra se réfugier là tranquillement et s'en tirer comme ça. Bon, donc tout est bien organisé pour lui, et donc les barbares n'ont plus qu'à revenir, il est prêt. Effectivement, ces Cimbres, ces Teutons et ces Ambrons ont ravagé complètement le pays des Ibères, malgré la résistance acharnée des Celto-Ibères. Eh bien, ça a pris 2 ans à ces barbares entre l'aller chercher là-bas et le retour, mais ils reviennent effectivement très énervés parce qu'ils n'ont pas trouvé l'or, et ils ont été vraiment très mal reçus par les Celto-Ibères, mais bon, donc ils reviennent, ils sont pratiquement
au mois d'août 102 avant Jésus-Christ, ils sont à la porte de la Provincia. Donc Marius, un beau matin d'août 102 avant Jésus-Christ, il a pris position avec ses légions sur les hauteurs de la montagne. Claudius Marcellus et 3000 de ces hommes se sont dissimulés dans un profond ravin bien dissimulé par le couvert des pins de ce petit bois justement que Marius avait observé. Et donc Claudius Marcellus et ses hommes attendront pour sortir de leur embuscade que Marius commence le combat. Et ensuite, ils prendront l'ennemi à revers et par surprise. Donc tout va bien. Et Marius et ses légions sur les hauts de la montagne, ils observent la plaine et ils voient effectivement de loin des monceaux de poussière qui avancent. C'est bien ces barbares qui arrivent. Et avec leurs énormes chariots, leur immense population et leur innombrable armée, qui s'étalent sur des kilomètres et des kilomètres, au vu de leur grand nombre. Marius sait que ces barbares belliqueux ont complètement décimé les armées, les légions romaines de Mallius Maximus et de Servius Scipio. Il va devoir les venger, le combat risque d'être rude, mais il doit surtout sauver Rome. Plus ces barbares avancent, plus ils semblent hideux à voir. Ils poussent des cris gutturaux sous leur casque, des cris qui ressemblent à aucun autre humain connu, ce qui pourrait faire très peur à d'autres personnes que Marius. Ces soldats ont toute confiance en lui, ils connaissent ses qualités militaires et ses habitudes de campagne, donc ils n'ont vraiment aucune peur de cet adversaire qui est en train d'arriver, même malgré leur nombre. Le soleil monte déjà dans le ciel de la Provincia, deux vautours tournoient au-dessus des soldats de Marius, et c'est bon signe, ça peut vouloir dire que les dieux sont pour les Romains. Dès que le combat va commencer, et les Romains ne vont pas laisser le temps aux barbares de répondre, ils vont tout de suite leur infliger beaucoup de décès, de morts. Et effectivement, ces barbares, lorsqu'ils sont arrivés, qu'ils ont vu de loin sur les pentes de la montagne les Romains, ils se sont précipités et escaladé la montagne pour être à leur niveau, ce qui a été une très mauvaise idée parce qu'ils sont en position instable sur la pente et que c'est donc très facile pour les soldats romains de les guerroyer en étant au-dessus et de les tuer en veux-tu en voilà. Et ce combat horrible va durer plus de 3 jours. Claudius va sortir de son ravin avec ses 3000 hommes, et ainsi que la cavalerie qui sont dissimulés avec eux. Et bien entendu, tout cela va mal finir pour les Cimbres, les Teutons et les Ambrons qui vont être décimés ainsi que leur population. Les fuyards seront arrêtés par leurs propres épouses qui sont debout sur les chariots, qui veulent les renvoyer au combat et qui agitent des épées, des marteaux, et finalement elles en trucident elles aussi. Enfin, tout cela est horrible. Tous ces morts vont être entassés dans le Godre, c'est-à-dire cette rivière à sec de Provence qui va déborder de tous ces corps qui vont s'entasser là. Et ceux qui ne seront pas tués pendant le combat seront emmenés prisonniers et en esclavage, et mis en esclavage, et les femmes, pour ne pas être prisonnières et emmenées en esclavage, vont se pendre au montant de leur chariot. Enfin, tout cela sera complètement horrible, mais Marius et ses troupes seront victorieux. Dans toute la Provence, le soulagement va être intense. Les Provençaux vont passer dans tous les coins, les chemins, les bourgades et partout en criant morti sunt, ce qui veut dire ils sont morts.
ils sont morts, ils sont morts. Ils n'en reviennent pas tellement, ils ne croyaient pas du tout que Marius pourrait s'en tirer de ces barbares. Et la petite ville de Saint-Rémy-de-Provence a même une plaque dans une de ses rues où il y a écrit les mortissons, parce qu'en fait c'est le mot mortisunt qui a été prononcé phonétiquement mortisson et qui a été écrit tel que prononcé sur la plaque de cette rue. Donc les mortissons, encore un souvenir aujourd'hui, au XXIe siècle, de cette délivrance de la Provence grâce à Caius Marius et à ses légions. Alors en plus de ce soulagement, eh bien, la montagne va être renommée la montagne de la victoire, pour ne jamais oublier que les légions romaines de Mallius Maximus et de Caius Sextus de Servius Scipio ont été complètement décimées à Arosio. Elles sont vengées, donc on n'oublie pas ça, elles ont été vengées, et la Provincia délivrée, et surtout Rome sauvée. Cette montagne, le nom de la montagne de la victoire rappellera à jamais cela. Et les Provençaux, tellement reconnaissants, plus tard vont sculpter sur le rocher des Baux un énorme rocher de 7 mètres de hauteur. Il va représenter le César, va représenter Caius Marius avec son casque de romain, sa cuirasse, sa jupette de romain et ses bottes. Enfin, c'est très reconnaissable, on voit très bien que c'est un romain. À côté de lui, Marthe, la prêtresse syrienne, mitrée à la syrienne, donc c'est assez particulier. Et aussi Julie, son épouse, avec la longue toge blanche romaine. On voit bien que c'est des personnages, un homme et 2 femmes. Et je vous précise ça, alors ça, pour vous expliquer la suite. Et donc ce rocher va être appelé les Trémaillés, les 3 de Marius en grec. Et plus tard, donc, au cours du IVe siècle après Jésus-Christ, donc en 313 exactement, il va y avoir l'édit de Milan, qui, grâce à l'empereur Constantin, qui va décréter que toutes les religions peuvent être exercées sans que les chrétiens ne soient martyrisés comme cela a été jusque-là. Donc déjà, ça a été un grand pas en avant. Puis en 314, il y aura à Arles le concile d'Arles qui, lui, va installer les quelques premiers évêques de cette religion naissante autour d'une table et autour de Constantin, à Arles même, où ils vont décréter les lois de l'Église. Toutes les lois de l'Église datent donc de 314. Et ensuite, Constantin partira donc à Byzance, qui va renommer Constantinople, et finalement, au bout de quelques années, il va se convertir lui-même à la religion chrétienne, et il va décréter la religion chrétienne, la religion de l'Empire romain. Ainsi, petit à petit, eh bien, l'Église prendra de l'ampleur, parce que de plus en plus de Romains, de Gallo-Romains se convertiront. Et lorsque l'Église va prendre davantage d'ampleur, elle va trouver que le nom de montagne de la victoire n'est pas suffisant, il faut que cette montagne soit vraiment sacrée, et donc elle va l'appeler la montagne de la Sainte Victoire. Et de même pour ce rocher des Trémaillés dont nous parlions précédemment, eh bien, l'Église va dire non, 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 c'est pas du tout les trois de Marius, alors que je vous décrivais bien qu'on voit parfaitement que c'est un homme et 2 femmes, et l'Église va décréter que ce sont les 3 maris qui, selon l'antique légende, ont débarqué devant les Saintes Maries de la Mer, et que ce sont elles qui sont venues jusque sur le rocher des Baux. Et donc ils vont construire une toute petite, minuscule même chapelle en dessous de ce rocher de 7 mètres de hauteur, et du coup les pèlerins viendront prier les 3 maris, sans comprendre, sans savoir que c'est Marius et Marthe et Julie. Alors donc, encore, comme reconnaissance encore, eh bien, il y aura, les Provençaux vont garder une mémoire des siècles et des siècles, puisque jusqu'au XXe siècle,
très souvent dans les familles provençales, des garçons vont être appelés Marius. Et ce nom de Marius va être tellement important en Provence que finalement on pourrait se demander, quand on ne connaît pas bien le passé, on pourrait se demander pourquoi il y a eu autant de Marius en Provence. Et Marcel Pagnol avait mis ce nom de Marius à l'honneur lorsqu'il avait écrit sa pièce de théâtre et le film qui en a été tiré, Marius de Marseille, mais sans en donner la signification. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut encore se demander, beaucoup de gens peuvent encore se poser la question, et qu'aujourd'hui, la mémoire s'est perdue, on ne se rappelle plus comment notre Provence a été délivrée par ce Caius Marius. Donc cet épisode a été assez pénible parce que les habitants de la provincia ont beaucoup souffert. Finalement, ils vont, après tout cela, être enfin tranquilles et reprendre le cours de leur vie, comme les Phocéens de Massalia vont reprendre leur commerce. Et les Romains, eh bien, vont continuer à s'installer, à coloniser tranquillement, finalement, il va arriver en 58 avant Jésus-Christ, un grand général un grand général romain que nous connaissons tous très bien, c'est Julius Caius Caesar, qui va être nommé à Rome, et c'est un grand impérateur, parce que c'est un grand général qui a gagné beaucoup de batailles. Impérateur ne veut pas dire empereur, à cette époque-là ne voulait pas dire empereur. Pour l'instant, il n'y avait pas, Rome n'était pas encore un empire. Donc c'était pas un empereur, mais c'est à partir de ce mot d'impérator que l'empereur Auguste se fera appeler empereur, à partir de ce mot, donc, après César. Donc César était, lui, alors il a décidé de coloniser tout le reste du pays. La provincia a été la première vaincue, bon maintenant il fallait continuer. Mais la seule chose, que malgré son grand talent, eh bien, il avait un ego très très développé, et ça a été très très dur pour Massalia, parce qu'il s'est attaqué à Massalia même, alors que Massalia n'était pas une ville colonisée par les Romains, c'était une ville libre et indépendante qui fondait sa propre monnaie. Elle était considérée comme les alliés de Rome, et le Sénat l'a considérée comme l'égal de Rome. Alors c'est ce que nous allons raconter au prochain épisode, et c'est pour ça que je vous dis à bientôt.